À Bétarame, c'était la terreur. Et personne ne pouvait imaginer que nous étions dans des mains à la fois de prêtres agresseurs. J'ai ici d'ailleurs, sur les 70 dernières années, tous les prêtres, tous y sont agresseurs. Tous ces prêtres directeurs. Et donc, j'ai un certain nombre donc, encore de victimes qui vont peu à peu, évidemment, rejoindre le corpus de plaintes déjà très conséquent. Pour la violence, moi, à titre personnel, je n'ai jamais vu ni entendu un niveau de violence pareil. Voilà, c'était une violence totalement décomplexée par des professeurs. Il n'y a pas d'internat chez nous, donc ça peut expliquer aussi peut-être l'absence de violence et d'abus sexuels. Par contre, la violence, on a fait des petites recherches. Je crois que ces professeurs n'avaient pas les diplômes requis. Ils avaient pour certains le bac, pour d'autres niveau DUG éventuellement, mais aucun crédit d'habilitation en termes de pédagogie. Alors CAPES, ça serait, on en rit. Voilà, mais par contre, ils étaient recrutés par le père directeur, le père L, pour leur adhésion à ces méthodes qui étaient la pédoplégie, c'est-à-dire la pédagogie par les coups. On a découvert le 3 mars qu'un surveillant de Bétarame, un des tortionnaires de Bétarame, faut le dire, avait poursuivi sa carrière directement de Bétarame à Neuilly-sur-Seine, à Saint-Dominique de Neuilly. Et quand ce fait nous a été remémoré, on s'est tous souvenus de ce surveillant. On a décidé avec un petit groupe d'anciens d'ouvrir une page Facebook, un groupe Facebook qui permettrait aux gens de témoigner. L'objectif de ce groupe, c'était de recueillir des témoignages sur cette personne pour aider nos frères de Bétarame. Et là, avec stupeur, on a eu finalement assez peu de choses sur lui, qu'on ne savait déjà. On savait qu'il tirait les oreilles, ça on s'en souvenait tous, qu'il tirait les cheveux, etc. Mais on a eu des témoignages sur 7 autres personnes, sur une période qui va de la fin des années 80 au début des années 2000, qui ont eu des comportements répréhensibles vis-à-vis d'enfants. Et je vous parle de choses qui vont d'abus physiques très violents, hein, d'une maîtresse de CM1 extrêmement violente. Les gens parlent de sadisme, à un maître de CM2 qui caressait des petites filles sous leur jupe derrière son bureau, à des viols par des profs de lycée, un prêtre mis en cause aussi sur des élèves, des garçons de 5e, etc., etc. Alors là où on retrouve ce surveillant, c'est qu'évidemment, il a essayé de cacher certaines choses qui se passaient dans l'école. Donc ça, on a un lien très fort avec nos frères de Bétarame et on leur remercie d'avoir ouvert cette porte. Et tous les jours, j'ai à nouveau des messages. Aujourd'hui, ce groupe Facebook, on l'a voulu assez ouvert. Donc on l'ouvre à des gens qui étaient des anciens, parfois il y a même des parents, il y a même quelques professeurs qui sont dedans. Et tous les jours, alors quand j'ai écrit ce document hier, on était 292 et ce matin, on est 373. Je ne suis pas seule, mais je suis la seule qui visite, donc je tiens à le dire quand même que je ne suis pas la seule à tenir cette page. Et on a reçu des témoignages, je vous le dis, qui vont de telle personne m'a mis une gifle qui m'a fait me retourner sur moi-même, à des abus sexuels extrêmement graves. Donc après, quand on parle dans votre question qui est combien de victimes, c'est dur en fait. Et moi, j'estime aussi que les enfants qui ont assisté à ça, il y a des enfants qui aujourd'hui encore, enfin des enfants, ils sont plus des enfants, mais c'est dur parce qu'ils ont été des enfants qui aujourd'hui sont des adultes de plus de 40 ans et qui me disent, moi je vivais dans une peur constante. Et donc ces victimes, elles sont nombreuses. Après, il faudrait peut-être les classer, mais en tout cas, il y a énormément de gens. Nous, on a à peu près une 50aine de témoignages de gens qui vont de « j'ai vécu quelque chose, on m'a fait quelque chose » ou « j'ai vu quelque chose être fait à d'autres enfants » ou « je vivais dans une peur constante de vivre quelque chose ». Plus de 300 dossiers sur le bureau de l'avocat, 200 victimes sur des forums différents selon les affinités, on va dire. Et puis, il y a des milliers et des milliers de filles qui n'ont jamais rien dit et qui sont dans la nature et qu'on ne verra jamais. Parce qu'elles sont comme nous au départ, trop honte, trop culpabilisées, trop humiliées. Et ça vous démolit pour la vie entière. Je tiens à souligner que les premières violences physiques graves avec blessures que j'ai subies, c'était à l'âge de 9 ans et c'était dans une école primaire publique, Jean Jaurès à Anglette. Elles ont continué ensuite de la 6e à la 3e et au collège privé catholique d'Ustaritz, comme pour des dizaines d'autres victimes. À cette époque, tout le monde savait. Tout le monde savait dans le Béarn pour Bétarame et tout le monde savait pour Ustaritz dans le Pays Basque. Tout le monde savait au minimum qu'il y avait de la violence physique dans ces établissements et tout le monde a laissé faire. C'est inadmissible.
Si on avait ordonné des enquêtes, on aurait certainement découvert qu'en plus des violences physiques, il y avait aussi des violences sexuelles. Aujourd'hui, rien n'a changé. Quand j'entends les mesurettes proposées par Madame la ministre Elisabeth Borne et le gouvernement, je me rends compte qu'ils n'ont rien compris, ou plutôt qu'ils ne veulent surtout pas mettre de moyens importants, donc financiers, pour qu'il n'y ait plus de violence et de souffrance dans nos écoles. J'ai honte de mon pays. J'ai honte de voir que des enfants ont été violés, frappés, humiliés dans nos écoles, et des centaines d'enfants. J'ai honte de mon pays. J'ai honte de voir nos étudiants obligés d'aller au Resto du Cœur ou à la Croix-Rouge, voire même pour certains de se prostituer pour pouvoir manger, se chauffer ou payer leur loyer. J'ai honte de mon pays qui préfère nous parler d'économie de guerre plutôt que du bien-être de nos enfants et des Français. On va donner de l'argent pour fabriquer des bombes qui vont certainement tuer d'autres enfants en Europe ou ailleurs, alors que cet argent pourrait servir à protéger nos enfants et nos étudiants. Nous ne voulons pas d'une économie de guerre, pas d'argent pour les bombes. Nous voulons une économie de paix et de bien-être qui protège nos enfants, nos étudiants et les plus fragiles d'entre nous. Par solidarité pour toutes les victimes, pour dire stop à toutes les violences et à toutes les guerres, et pour que nos enfants vivent dans la paix et la sécurité, prenez un gant blanc ou un tissu blanc pour dire stop, ça suffit. Le père Revé assumait le fait d'embrasser les enfants sur la bouche. Le père Revé assumait d'enfermer les enfants au pain sec et à l'eau pendant 5 jours, nus dans des douches, frappés à coups de ceinturon côté boucle. J'ai des anciens qui ont des traces, qui ont gardé des traces physiques de ça. Les enfants, quand ils essayaient de fuguer, on les rasait et on leur mettait une croix au mercurochrome rouge sur la tête pour que toute la ville sache qu'ils avaient essayé de fuguer. Donc c'était comme une sorte de système carcéral, clairement, et tout le monde le savait. Tout le monde était au courant de ce qui se passait dans ce lieu. Les enfants fréquentaient les écoles publiques de Riaumont. Les instituteurs voyaient l'état physique des enfants, puisqu'ils étaient en culotte courte, été comme hiver. Donc tout était parfaitement visible. Permettez-moi d'abord de vous saluer, de saluer votre force, votre courage, et de dire pour commencer les travaux d'audition de cette commission d'enquête parlementaire que c'est de votre force, de votre courage de victime que cette commission d'enquête est née. Nous assistons à une forme de tsunami, de mur qui est en train de se fissurer. Je crois qu'on est au tout début. L'essentiel de vos collectifs ont été constitués il y a quelques jours, quelques semaines, à la suite de la création du collectif des victimes de Betaram, et que probablement en ce moment même, d'anciennes victimes, des victimes nous entendent, vous entendent, nous regardent, vous regardent. Probablement qu'ils et elles se constitueront aussi en collectif de victimes, et je veux les encourager à le faire, qu'ils et elles prendront la parole et peut-être se présenteront devant la justice. Et si cette commission d'enquête a une utilité, peut-être dès ces premiers instants, c'est celle-là. Participer avec vous à ce processus de libération de la parole. Il y a cette omerta très forte. Quand un signalement est prononcé, qui s'en saisit, comment, est-ce qu'il est transmis, où est-ce qu'il va? C'est ça que nous cherchons à reconstituer, et votre diagnostic, vos témoignages, vos expériences sont absolument indispensables pour nous permettre de bien comprendre comment tout ça s'est passé et continue à se passer aujourd'hui. Mais il n'y en avait pas de contrôle. C'était la porte ouverte à toutes les exactions. Nous, on subissait la clôture que les bonnes sœurs, excusez-moi, je dis volontairement comme ça, les bonnes sœurs. Elles n'avaient rien de bon. Rien de bon. Les bonnes sœurs nous martyrisaient. Alors, les rares filles qui arrivaient à prendre le dessus, eh bien, elles fuguaient. Mais quand elles revenaient, on leur tondait les cheveux à ras. Et on leur mettait des robes, allez, c'était plutôt des chiffons que des robes. Et on les enfermait au mitard. Moi, le mitard, je l'ai connu, maintes fois, parce que je n'ai pas changé. Je dis tout ce que je pense. Alors, ben voilà. Alors, le mitard, une couverture quand il y en avait une, un matelas pourri, un seau hygiénique dans le fond, une cuvette et un seau d'eau. Je suis désolée de vous dire ça, mais le seau hygiénique, quand il était plein, à votre avis, comment ça se passait quand on avait des envies pressantes? Ben, on le faisait dans un coin du mitard. Hein? Voilà. Alors des contrôles, il n'y en avait pas. Moi, je me souviens, enfant, hein, une semaine avant, 2 semaines avant, on nous dit attention,
on va être contrôlé, là tout le monde était sage. Mais à aucun moment les enfants n'ont été entendus. Je vous parle d'une personne qui frappait sur la tête de ses élèves de manière répétée, qui a décollé les oreilles d'un enfant qui venait de se les faire recoller chirurgicalement. Enfin, des choses d'une violence inouïe. Et donc les parents se sont plaints, la direction n'a rien fait, il y a eu un contrôle qui n'a servi absolument à rien. Et ça, et vous parliez tout à l'heure d'omerta, mais de toute façon, c'est le modus operandi de toutes les écoles privées catholiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas atteindre à la réputation de l'école. Donc on ne fait pas de bruit, on ne fait pas de vagues. On m'a même redit il n'y a pas longtemps, on lave notre linge sale en famille. Pareil, il y a des élèves, il y a un prêtre qui posait problème, en fait, dont les élèves ont trouvé qu'il avait des gestes très déplacés. Ils sont allés se plaindre au censeur de l'époque, qui leur a dit ce sont des accusations très graves. Vous savez bien que les prêtres sont en manque d'affection. Ce sont des gestes d'affection légitime d'un homme de Dieu. Si vous continuez à dire sur deux choses, il vous arrivera des choses très graves. Il y aura des conséquences très graves. Le censeur en question, c'est le Fourniret de Bétarame. Écoute, je vais le dire parce qu'en effet, les élèves, les dates concordent. Donc c'est en effet Monsieur Damien Saget qui était censeur à Saint-Dominique de Neuilly. Donc, qui est resté chez nous 8 ans. Et donc c'est dans ce cas très précis. Donc des enfants ont parlé. Parce qu'on parle de libération de la parole, mais en fait tout le monde a parlé. Il y a beaucoup de gens qui parlaient. Les enfants ont parlé, les enfants ont crié. J'imagine que les hurlements des enfants de Bétarame et des autres ont dû être entendus par quelqu'un. Les enfants de Neuilly ont parlé. Mais à chaque fois, ils sont heurtés à quelque chose qui a été la direction, etc. Et ce qui, moi, me met en colère, ce qui m'a blessée au début, mais maintenant c'est de la colère, c'est de savoir que, par exemple, certains professeurs ont été couverts par plusieurs directeurs ou directrices successives. Les filles fuguaient. Mais pendant toute la nuit, avec les chiens bergers allemands, on était conviés à passer dans tous les bosquets, dans tous les jardins, pour savoir si elles n'étaient pas montées en haut d'un arbre pour se cacher. Et quelquefois, elles fuguaient, et puis elles se rataient, elles tombaient par terre, comme à Nancy, où elle a râlé toute la nuit, et que les chiens l'ont mangée, en fait. Pardon, madame, juste pour bien comprendre. Là, vous parlez des chiens de qui? Des chiens. D'accord. Au sein de l'établissement. D'accord. Au matin, c'est pas le corbillard qui est venu, c'est un tombereau avec un cheval, et puis ils l'ont baigné dedans, et puis voilà. Et puis combien de cas similaires comme ça? Vous savez, là, je me lâche. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que je parle au nom de toutes les copines. Et voilà. Mais je pourrais vous tenir comme ça pendant des heures. Les enfants parlaient, les enfants donnaient des petits mots aux assistantes sociales. Ils leur disaient « au secours, il y a tel prêtre qui m'a touchée. Est-ce que c'est normal? Je suis violentée. » Les assistantes sociales, elles ont fait quoi en fait? Elles n'ont rien fait, en fait. Donc la chaîne, elle est immense parce que les enfants, ils ont parlé. Ils ont parlé à leurs parents, ils ont parlé aux personnes à l'extérieur, la dame qui s'occupait de la piscine à Liévin, les personnes qui faisaient les enfants aller faire du sport à l'extérieur, ils le disaient. Mais pourquoi personne n'a bougé? Jamais. En fait, tout le monde était au courant et ça a été un lieu qui a été protégé jusqu'en 2019, où il a fallu une vague de 200 auditions suite à une plainte pour viol déposée en 2013 pour que le rectorat dise à Riaumont de faire partir les enfants. Aujourd'hui, Riaumont, il y a des scouts et des louvettes avec des prêtres qui vont passer devant la justice et dont on va savoir ce qu'il va prendre pour détention d'images pédopornographiques pendant 5 ans. Enfin, je veux dire, voilà, pour moi, Riaumont, c'est vraiment, ça rassemble tout. C'est un cas d'école terrible, quoi. Il y avait un des tortionnaires qui avait peint les vitres de la classe en blanc. Donc c'était les seules vitres de toute l'école qui étaient peintes en blanc. Personne ne s'est posé la question pourquoi elles étaient peintes en blanc. Parce qu'en fait, il avait fait pour pas qu'on voit de l'extérieur ce qu'il nous faisait à l'intérieur. Donc il nous cassait des règles en bois sur la tête
Son grand plaisir pervers, c'était de nous faire monter au tableau pour nous faire écrire tout à fait en haut. Et pendant ce temps, il dévissait le tableau qui avait 2 faces, il donnait un coup sur le tableau, on était projeté à terre, violemment, et là, il avait un fou rire. Le deuxième agresseur, c'était le directeur de l'école, qui avait une baguette, une espèce de petit fouet, qu'il appelait Caroline. Et donc, il nous disait, viens, je vais te présenter Caroline. Et il nous faisait nous allonger sur ses genoux, et il nous fouettait avec sa baguette. Pour les dicter, quand on faisait trop de fautes, il nous faisait venir à côté de lui, nous prenait l'intérieur de la cuisse, pincer et tourner violemment jusqu'à qu'on corrige la faute. Donc quand on rentrait à la maison, moi j'avais 2-3 bleus. Je disais à mon père qui était médecin en Angleterre, il était médecin, je lui disais, mais papa, t'as vu ça? Ben, la prochaine fois, tu feras moins de fautes. Donc en fait, tout le monde savait, parce que un établissement public, il y avait un médecin, il y avait des infirmières, tout le monde les voyait, les vitres peintes en blanc. Et personne n'a jamais rien dit. Donc c'est pire qu'un simple contrôle dans une école privée, quoi. Je veux dire, là, c'était tous les jours que les gens voyaient. Voilà. Et je pense, pour vous parler de contrôle, je pense que les contrôles, ça ne marchera pas. Parce que même si vous dites que vous ne venez pas, si vous n'annoncez pas votre venue, le prof ne va jamais taper quelqu'un si vous êtes là dans la classe. À Bétarame, effectivement, les enfants fuguaient souvent, et notamment le mercredi. Moi, je me souviens très très bien dans les années 80-90 de voir l'estafette de la gendarmerie de Naï revenir avec des enfants. Mais parfois, c'était aussi la population locale, hein, les habitants de l'Est d'El-Bétarame, qui trouvaient des enfants en pleurs, fuyant l'établissement et qui rappelaient, et je me rappelle très bien de monsieur Saget qui allait les chercher très rapidement d'ailleurs avec le véhicule de l'établissement. Donc cette question des fugues, elle est centrale. Les enfants, ils essayaient évidemment de fuguer. À tel point même que parfois, moi je me rappelle très bien, on est en 97, le petit Pierre qui va fuir le viol d'un surveillant le mercredi après-midi. Il va s'enfuir pendant la nuit avec un copain. Ils vont faire 25 km à pied et ils vont se retrouver donc à la rue Carnot à Pau, où la maman va ouvrir et le surveillant qui l'a agressé la veille vient le rechercher et la maman le laisse repartir. Cet enfant, le jeudi, il va revenir donc le vendredi soir à la maison. Et le samedi, elle va faire un courrier que j'ai en ma possession en indiquant au médecin que son fils se plaint de douleurs anales aiguës. Le médecin ne fera pas d'examen clinique, il prescrira une simple pommade. Et la mère, qui est pourtant visiteuse médicale, ne se rend pas compte en fait parce que pour elle, c'est une sidération. Enfin, ce qui arrive à son fils, en fait, il ne lui pardonnera jamais d'ailleurs. Elle ne voit pas. En fait, parfois, vous avez tous les éléments qui vous indiquent que y a un gros souci, et en fait, quand vous voulez pas voir, vous voyez pas. C'est pas qu'elle aime pas son fils, elle l'adore son fils, elle l'aime, elle me l'a dit en pleurant. Mais quand on veut pas voir, on voit pas. Et c'est ça qui est quand même dramatique parce que je ne sais pas. Enfin, notre société, on dit c'était il y a 30, 40, 50, 60 ans. Moi, quand je vais voir Romain Clerc en février avec 8 plaintes criminelles qui visent le surveillant de Bétarame qui est actuellement en détention, des plaintes criminelles que je vais déposer le lendemain au procureur de la République. Et le directeur actuel de Bétarame me dit: je n'ai rien à reprocher à ce surveillant. Et moi, je veux lui lire les plaintes criminelles. Il ne le souhaite pas. Il ne veut même pas les entendre. Donc, quand on dit c'était il y a 30, 40 ans, je crois que notre responsabilité, il faut que je saisisse via l'article 40, les maires d'Igon et de Montaut, le préfet qui est alerté, qui dit qu'il ne peut rien faire. On est en grande difficulté en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un Alain Esquer qui se lève et qui hurle en fait auprès de la presse, et c'est la presse qui va faire pression pour que ce surveillant soit suspendu, ça en dit long sur les dysfonctionnements de l'État aujourd'hui en fait.
Parce que là, on parle il y a 30-40 ans, mais aujourd'hui, on a encore des choses à faire. Parce qu'il y a un trou dans la raquette. Les dispositifs d'alerte, ils ne marchent pas. La preuve, on en est à créer des pauvres pages Facebook. Enfin, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des citoyens qui prennent le taureau par les cornes, le système, il continue, il est bien huilé. Ça tout continue à tourner. Et le pas de vague, il est toujours là en 2025. Il ne faut pas faire de vague. On protège l'institution. L'enseignement catholique, Philippe Delorme, qui me dit... on a trop protégé l'institution au détriment des élèves. 20% des élèves de France sont dans des établissements privés. Il est temps d'agir. Le village d'enfants de Riom, s'il a été fermé en 2019, il a aujourd'hui un agrément jeunesse et sport puisqu'il reçoit des scouts, des jeunes scouts. Voilà. Comment est-ce possible? Enfin, je veux dire, le dossier de Riom, il va jusqu'au ciel. Comment est-ce possible qu'il ait un agrément jeunesse sport? Quand vous tapez sur Google, il y a marqué que c'est un foyer de jeunes travailleurs. Est-ce qu'il touche de l'argent public? Voilà. Comment est-il possible que ce lieu touche de l'argent public aujourd'hui? Comment est-il possible que, parce qu'il y a eu une pression médiatique, parce que Arnaud Gallet est allé faire un happening devant Riom, je ne sais pas si c'est pour ça, mais le timing est troublant. La préfecture a décidé de empêcher Riom d'avoir des séjours courts à Riom. Pour l'année 2024-2025, ils prennent cet arrêté en janvier 2025. Pardon, mais il y a quelque chose qui ne va pas là quand même. Sur la question de l'Église, le diocèse d'Arras était au courant. Riom ne dépend de personne et de tout le monde. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre cette nébuleuse. Le diocèse d'Arras dit non, ils ne sont pas vraiment de droit diocésain. Ah, s'ils l'ont été quelques années, puis après, ils ne l'ont plus été. Et puis, j'ai écrit au Vatican, et le Vatican dit ah non, ils ne font pas partie vraiment du Vatican. Ils font partie de ce qu'on appelait Ecclesia Dei, qui était donc l'instance qui gérait les communautés traditionnalistes au Vatican. Donc, rien à voir au Vatican. Mais alors, à qui faut-il demander des comptes ? Alors j'ai contacté l'abbaye de Fongombo, qui est leur tuteur spirituel. L'abbaye de Fongombo me dit « mais rien à voir, circulez. Qu'est-ce que vous venez chercher là? C'est quoi le problème ?» Donc en fait, Riom est en roue libre. Riom ne dépend de personne. Le diocèse d'Arras savait parfaitement bien ce qui se passait à Riom. Il le savait. Comment est-il possible que le diocèse d'Arras me réponde qu'ils ont été un peu, mais pas très longtemps? Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais de qui dépend Riom? C'est pas possible en fait. C'est une omerta, en roue libre totale. Par ailleurs, sur la question du recrutement, à Riom, ça n'a été que ça. C'est que des gens qui sont à moitié formés. Ils n'ont jamais été formés complètement. Effectivement, il y avait une emprise terrible du père Revet qui faisait ce qu'il voulait, qui a terrorisé tout le monde. Mais pardon, la relève a été parfaitement bien prise par le père Argouache et maintenant, aujourd'hui. Comment est-il possible que quelqu'un qui a été jugé pour détention d'images pédopornographiques, la justice ait assoupli sa mise à l'écart pendant 7 ans et qu'aujourd'hui cet homme il est là, aujourd'hui dans la communauté, avec des enfants? Et ça pose de problème à personne et à la justice non plus, en fait. C'est pas du courage qu'on a. C'est des actes citoyens. C'est de la colère. La colère. Bon, ça met de côté. Je reviens sur l'argent. C'est le nerf de la guerre, tout ça. Parce que nombre de bons pasteurs qui ont été fermés, entre 40 et 70 selon les époques, sur le territoire français. Vous voyez le nombre de filles, il y avait un roulement d'environ 800 personnes, 800 filles. L'argent, les allocations familiales, la pension qu'on demandait aux parents. Moi, mes parents, ils ont payé pour moi, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à ce que j'aille là-bas. Le travail qu'on faisait, parce que ça, quand on n'avait pas fini, la nuit, on le faisait aussi. Et la cerise sur le gâteau, en 1950, excusez-moi, en 1954, 21 bons pasteurs ont reçu la modique somme, 54, la modique somme de 1 milliard de l'époque. Et ça avait été dénoncé par un monsieur qui était président, alors je peux donner le nom si vous voulez, parce que certainement qu'il n'est plus là maintenant,
Il était président de la Ligue de l'enseignement. Il avait déjà dénoncé ce genre de choses. Et tous ces bons pasteurs-là, y compris, même encore à l'heure actuelle, celui d'Orléans, il recevait des subsides de la prison d'Orléans. Et tous ces contrats de travail, parce que tout ce travail qu'on faisait, il y avait des contrats de travail. Nous, on n'en a jamais vu la couleur, ni les retraites. Alors, ils ont été condamnés. La maison a été créée en 1835. Dès 1902, elle était sur la sellette. Elle a été condamnée. Il y a eu Cholet en 1902, Tours en 1903, Le Mans, Limoges, Dole dans le Jura, Los-les-Lilles, Reims, et puis j'en passe, Orléans, Bourges et autres. Tous condamnés, n'ont jamais fermé. Jamais. Et nous, on a continué à faire notre jour-venise, coudre des boutons sur des cartons et coudre des dessus de mocassins, on avait les mains en sang. Fermer les petits comment on appelle ça, les porte-clés. 3 petits maillons, on fermait avec les doigts, puis quand on ne pouvait pas, on fermait avec les dents. Pas de visite médicale scolaire, pas de visite médicale du travail, puisqu'on n'était pas reconnus. Alors, vous savez, on a de plus en plus... Moi, j'ai 78 ans. J'aurais certainement autre chose à faire avec mes petits-enfants. Mais ça, j'irai jusqu'au bout. Et elles le savent, on leur a dit. Tant qu'on aura un souffle de vie, on sera là. On sera là et on vous poursuivra jusqu'à temps que vous nous donniez des excuses sincères. Tant au niveau du gouvernement qu'à leur niveau. Alors elles ne sont plus beaucoup, elles sont cloîtrées à Angers là-bas parce qu'il n'y a plus de bons pasteurs. Ils ont été fermés au fur et à mesure avec la majorité à 18 ans. Plus ou moins. Voilà. Alors je vous parais peut-être un petit peu excessive. Pas du tout, Madame Lebris. Mais je suis en colère. C'est vrai qu'on a envie de saluer votre courage, mais on entend aussi que ce n'est pas qu'une affaire de courage et que c'est une affaire de survie. Et une affaire de colère aussi. Donc merci de faire entrer cette colère à l'Assemblée nationale et merci de montrer toute la défaillance d'une école dont normalement la mission est de protéger et puis d'éduquer et d'élever. Et vous nous parlez de lieux éducatifs qui n'ont pas protégé, qui ont mis en danger, mais aussi qui ont rabaissé des élèves qu'ils devaient élever et qui ont éduqué à la violence. Et je suis saisie par ce continuum-là. Est-ce que vous racontez sur la perpétuation de la violence? C'est-à-dire que c'est pas seulement un système qui profite de la vulnérabilité des enfants pour commettre des violences, mais c'est un système qui éduque à la violence et qui, en faisant ça, brise des générations entières, mais aussi brise une société et n'aide pas la société à aller mieux. Et je crois que c'est toute la question que vous nous posez là, c'est comment on répare ce qui a été brisé et comment on évite que tout ça puisse se reproduire parce que en fait il en va de l'avenir de la société parce qu'on peut pas continuer à éduquer des enfants à briser des vies, à éduquer des gens à la violence. Donc moi je me demandais tout simplement en tant que député, peut-être aussi pour les élus locaux que vous aviez des recommandations à faire, mais comment est-ce qu'on peut aider, accompagner ce travail de cette commission d'enquête très concrètement. Évidemment on va avoir envie de proposer des mesures législatives, mais déjà est-ce que en tant que collectif de victimes. Et en tant que victime, est-ce que vous considérez que vous avez tous les moyens nécessaires pour mener votre combat, Vous parlez de page Facebook et ça. Est-ce que on peut aussi demander à ce que soient débloqués des budgets pour vous aider à ce que les victimes puissent aller en justice, pour avoir l'aide juridictionnelle, pour avoir l'accompagnement psychologique. Ça peut être un premier aspect. Ensuite, est-ce qu'on peut vous aider aussi dans la saisine de la justice? Je sais ça fait débat le fait de, en tant qu'élu, se saisir de notre pouvoir, de saisir le procureur, parce que quand les victimes ont toutes subi le non-respect de leur consentement, et donc la première des étapes, c'est de respecter leur consentement aussi dans les démarches qu'on prend. Et donc c'est très important de vous consulter sur ce qui vous semble juste qu'on fasse, nous, vis-à-vis de la justice. Est-ce que vous pensez que des articles 40 sont nécessaires? À quelles conditions? Comment est-ce qu'on s'assure que ce soit toujours fait pour aider les victimes et pas que ça les embarque dans des procédures judiciaires auxquelles elles ne sont pas forcément prêtes? Donc comment est-ce qu'on peut, nous aussi, se faire le renfort dans ces démarches judiciaires? Et puis après, plus largement, quel type de discours vous voulez qu'on tienne en sortant de cette commission d'enquête? Voilà, on va nous dire alors qu'est-ce que vous avez entendu. Puis il va y avoir un certain sensationnalisme, c'est sûr.
c'est sûr que vous êtes déjà sans doute, votre parole est déjà en train de circuler. C'est très important pour que tout le monde prenne conscience. Mais il faut qu'on arrive à en sortir aussi avec un discours sur ce qu'on veut pour l'avenir, pour l'école. Et on a besoin de votre aide là-dessus pour être dans le ton juste par rapport aussi à ce que vous nous demandez et ne pas redoubler les violences par la violence du voyeurisme aussi. Et, enfin, je suis attentive à ça. Sur l'histoire des enseignants lanceurs d'alerte, franchement, quand vous voyez un enfant maltraité, est-ce qu'en tant qu'enseignant en France aujourd'hui, vous pensez que l'éducation nationale est un système tellement oppressif comme une grande corporation, comme les laboratoires pharmaceutiques, que vous n'ayez pas le courage d'aller faire ce qu'il faut, appeler le 119 ? Moi, je demande du courage à ces gens-là. Alors, s'il faut un statut de lanceur d'alerte, ok, moi je veux bien, hein, mais n'attendons pas ça. Non. Si vous êtes enseignant et que vous voyez enseignant, éducateur, etc., vous voyez un enfant maltraité par un adulte, ou un enfant maltraité tout court, s'il vous plaît, un peu de courage. Ensuite, sur l'histoire de déposer des plaintes, prescription ou pas, c'est un bon point. Avez-vous déjà essayé de porter plainte ? Avez-vous déjà essayé de porter plainte ? Alors moi, j'ai de la chance. Hein, j'habite dans une ville où la police nationale est extrêmement bienveillante et accueillante. Donc j'ai pu facilement porter plainte quand j'ai eu à le faire. Mais il faut déjà savoir qu'on peut porter plainte. Ça veut dire savoir que ce qu'on a vécu pourrait être condamné à un moment ou à un autre. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je veux dire, quand on s'est pris une gifle, et c'est intéressant de parler de la loi de 91, donc les gifles qui ont été données à Saint-Dominique de Neuilly, elles tombent sous le coup de la loi du coup. Elles tombaient en tout cas au moment où elles ont été données. Donc déjà, il faut ça. Et après, il faut se dire qu'aller porter plainte en sachant que c'est prescrit, en sachant que ça n'aboutira jamais, vous imaginez quand même voilà. Donc, encore une fois, on demande beaucoup aux victimes. Et je vous remercie de nous demander, en tant que député, ce que vous pouvez faire pour nous. Parce que jusqu'ici, c'est vrai, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a cette solidarité entre nous, mais peu de gens sont venus se mettre à notre service. En tant que député, déjà, vous pouvez retourner dans vos circonscriptions et aller interroger dans vos circonscriptions, parce que je peux vous garantir qu'il y en a eu partout. Il y a eu des Saint-Dominique de Neuilly partout, c'est-à-dire avec ce qu'on a vécu nous. Il y a eu des Bétarames partout. Donc, allez dans vos circonscriptions, interrogez les gens et essayez d'utiliser tous vos pouvoirs de député. Vous êtes nos super-héros de la nation. Allez-y. Ensuite, sur le discours, mais continuez je vous en supplie, on connaît le temps médiatique. Aujourd'hui, on a répondu quasiment tous à des sollicitations de journalistes qui sont là aujourd'hui nombreux et ça nous fait chaud au cœur. Mais je sais très bien que s'il se passait quelque chose au niveau international, et on vous imagine très bien ce que ça peut être, si le président américain, M. Trump, décide de faire une grosse bêtise, on ne parlera plus de nous. Ça va s'éteindre, parce que personne n'a envie d'en parler. C'est horrible comme sujet, personne n'a envie d'entendre à la radio le matin que des enfants ont été agressés sexuellement ou tabassés dans des écoles. Donc je vous en supplie, ne laissez pas le sujet s'éteindre. Je vous en supplie, allez dans vos circonscriptions, allez poser des questions, allez foutre le bordel, allez déranger les gens, parce que ça dérange. Personne n'a envie de parler de ces sujets-là. Nous aussi, hein, moi, quand je reçois des appels pendant 2-3 heures le soir, après ma journée de travail, sur des sujets comme ça, j'ai pas très envie d'entendre ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. On est obligé. Je vous remercie encore une fois aujourd'hui, en tant que parlementaire, d'avoir vraiment... On est au jour 1. Vous êtes au jour 1, et j'espère que l'histoire se souviendra que vous étiez au jour 1. Mais il faut qu'on continue, il faut qu'on ait le jour 2, 3, etc. Et malheureusement, Alain peut le dire, tous les jours, il y a des nouveaux collectifs de victimes qui se montent, qui vont nous rejoindre dans cette union des collectifs. Mais rendez-vous compte, il n'y a pas un établissement scolaire où il n'y a pas eu quelque chose. Alors je ne dis pas que ça a eu lieu tout le temps, partout, mais à un moment ou à un autre, ça a eu lieu partout. Donc s'il vous plaît, ne nous oubliez pas, et surtout, allez dans vos circonscriptions.